Bien, donc résumé de ce que l'on a vu dans le chapitre sur la datation. Nous avions vu la datation relative, c'est-à-dire que l'on peut dire quand est-ce qu'un événement a eu lieu par rapport à un autre événement. Et donc on avait vu un certain nombre de principes sur lesquels vous allez être interrogé vendredi. Donc je vais les rappeler en même temps. Et on ne peut pas donner de date précise avec des chiffres numériques. La datation absolue, elle va consister à dater de façon précise, alors avec des incertitudes liées aux mesures, mais à donner une date précise. Et cette date précise aura été encadrée auparavant par la datation relative. Les deux méthodes se complètent. Donc, à l'issue de la datation relative, on avait vu, on en reparlera, une échelle stratigraphique qui permet d'ordonner des périodes géologiques, les unes par rapport aux autres, mais pour l'instant sans donner de date précise. Les principes: superposition, d'accord, la couche la plus superficielle et la plus récente. Principe de recoupement, alors on a vu plusieurs recoupements. On a vu le recoupement du pluton granitique qui vient donc après les dépôts sédimentaires qu'il recoupe, la faille qui vient après les roches sédimentaires qui ont été auparavant déposées à l'horizontale, le pli qui vient après le dépôt sédimentaire, l'érosion qui va venir après un dépôt sédimentaire. Et si cette érosion s'est effectuée sur un pli, on va observer une discordance angulaire, entre les couches plissées qui ont été érodées et les couches qui se sont déposées après érosion. On a vu aussi les intrusions volcaniques qui ont lieu après les roches sédimentaires qui sont recoupées. L'inclusion aussi, on l'a vu également, une structure qui va être inclue dans une autre et plus ancienne. Elle s'est formée en premier, puis autour s'est formé le minéral ou la roche, ici la roche volcanique par rapport à la péridotite. Le principe de continuité latérale qui permet par un encadrement identique de roches, malgré un éloignement et éventuellement des différences chimiques, va permettre de proposer un âge identique pour les couches B et C. L'identité paléontologique repose sur la présence de plusieurs fossiles dits stratigraphiques dans une même couche, bien qu'elles soient éloignées avec des contenus fossilifères, des contenus au-dessus qui paraissent différents, mais un contenu fossilifère identique va indiquer un même âge à condition qu'on utilise un fossile stratigraphique, c'est-à-dire un fossile qui a une très courte durée de vie de l'espèce et qui donc permet de délimiter un âge relativement précis. Et donc il y a 3 fossiles strati à connaître: les foraminifères, les ammonites et les trilobites. Ceci est le bilan que je vous avais distribué, où vous devez connaître, en jaune je vous ai mis ce que vous deviez connaître, les différentes ères, les différentes périodes. Et donc nous sommes actuellement dans l'étage de l'Holocène, du Quaternaire, à l'ère Cénozoïque. Et vous devez connaître ce qui est écrit en jaune. L'échelle stratigraphique, ici c'est un extrait de la carte de France, elle est actuellement calée sur une échelle numérique, donc avec des âges absolus. Donc, au niveau du cours, la fiche que je vous ai distribuée, qu'il faut compléter et souligner, la chronologie relative permet de situer une roche dans un intervalle de temps qui a été précédemment établi par datation relative. Et donc, comment on aboutit à un âge numérique. Donc, c'est ce qu'on appelle la datation absolue. Elle va reposer sur un principe théorique. Ce principe théorique repose sur le fait que des minéraux vont contenir des isotopes radioactifs qui vont subir une désintégration au cours du temps. Donc là, on s'appuie sur des notions du tronc commun de première. On va considérer un couple théorique, l'élément pair radioactif,
qui va se désintégrer en un autre élément qu'on va appeler fils, qui lui est dit radiogénique, mais qu'importe, hein, nous ce qui nous intéresse c'est que le père se désintègre en fils. Ici vous avez page 142, la représentation de la désintégration de l'élément père, qui est symétrique à l'apparition de l'élément fils qui résulte de cette désintégration au cours du temps. Donc, au départ, on n'a que des éléments pairs. Et puis, au fur et à mesure du temps, on va avoir apparition d'éléments fils qui vont remplacer les éléments pairs. Et cette désintégration, en fonction du couple d'isotopes que l'on regarde, elle va être caractérisée par ce qu'on appelle une demi-vie, c'est-à-dire la période, le temps au bout de laquelle la moitié des éléments pairs s'est désintégrée. Et ça va nous donner une constante qui vous sera toujours donnée pour faire les calculs, une constante de désintégration qui est liée au couple que l'on regardera. Là, on met un coup de fluo, hein, le principe va reposer sur la mesure physique des éléments pairs et des éléments fils dans une roche par un outil qu'on appelle le spectromètre de masse. Sauf que cet outil va nous donner des quantités de pairs et de fils, mais des quantités actuelles. Ici, en 2021, j'ai une roche dans les mains, on peut savoir la quantité d'éléments pairs et la quantité d'éléments fils. Et il va falloir que j'arrive à remonter à l'âge de cette roche. Deuxième rappel, je reviens en arrière, c'est indiqué ici, et c'est une notion de première. La quantité d'éléments pairs actuels, par exemple si je me place ici à un certain temps, cette quantité d'éléments pairs, qui est ici donc sur la courbe rouge, elle va être liée à la quantité d'éléments pairs qu'il y avait au départ, donc on appelle ça le P0, multiplié par la loi de décroissance radioactive qui suit une exponentielle. Exponentielle moins, on n'oublie pas le moins, lambda t. Donc, le lambda, c'est la constante de désintégration qui est connue et qu'on vous donnera, que vous n'avez pas à prendre. Le t, c'est le temps que l'on va chercher. Et le problème, c'est que P, on peut le mesurer, mais P0, personne n'était là au moment où la roche s'est formée pour apporter son petit spectromètre et mesurer la quantité d'éléments pairs. Donc, on a une équation, c'est super, mais pour l'instant, on a une équation avec T et P0, deux inconnus. Donc, on ne va pas pouvoir faire grand-chose à ce stade. Petite mise au point, ce calcul donc va permettre de remonter à ce qu'on appelle, coup de fluo, la fermeture du système. Alors, je vous propose de faire une frise chronologique. Ça, c'est dans votre livre également. On vous dit que pour que la datation absolue soit fiable, il faut qu'aucun échange n'ait pu avoir lieu entre l'échantillon, à savoir la roche, et son environnement, à savoir l'air ou éventuellement d'autres roches. Alors, si on regarde une roche magmatique, au départ, lors de son intrusion, elle est encore sous forme liquide. Cette forme liquide permet les échanges, entre autres l'élément fils qui provient de la désintégration. Il peut s'en aller du liquide, d'accord? Et dans ce cas-là, la quantité d'éléments fils qu'on va mesurer actuellement, elle va être sous-estimée parce qu'une partie a été perdue. Ou alors au contraire, des fois, on va le voir, il peut y avoir des échanges avec l'extérieur qui font que des éléments fils rentrent dans le liquide sans qu'ils proviennent pour autant de la désintégration. Et dans ce cas-là, on va surestimer la quantité d'éléments fils. Donc en réalité, il faut que qu'on attende un certain temps, qui va être le temps de refroidissement, pour permettre au liquide d'être complètement cristallisé. D'accord? Et lorsque la roche est complètement cristallisée, il ne peut plus du tout y avoir d'échange. C'est-à-dire que les éléments fils qui sont dans la roche ne peuvent provenir que de la désintégration de l'élément pair et pas d'un autre échange. Et donc en réalité, c'est ça qu'on appelle le système fermé, c'est quand la roche est entièrement cristallisée. Et nous, ce que l'on va faire avec cette méthode, c'est que par exemple, si on se place ici à l'actuel, en 2021, on va calculer en fait le temps qui remonte à la cristallisation de la roche.
Et lorsqu'il s'agit de grands massifs rocheux, eh bien en fait il y a une erreur de mesure parce que le refroidissement va prendre plusieurs centaines de milliers d'années. D'accord? Donc ce refroidissement n'est jamais compris dans la datation. Donc il faut avoir ça en tête. C'est ce que je vous ai mis ici. Et comme tous les minéraux d'une roche ne cristallisent pas exactement en même temps, des fois, en regardant plusieurs minéraux d'une même roche, on peut avoir quelques âges qui vont être différents. Donc, on va faire des moyennes. Ça, c'est la première subtilité. La deuxième subtilité, c'est qu'on ne va pas dater les roches sédimentaires par cette méthode, puisque les roches sédimentaires sont pour la plupart des roches détritiques, c'est-à-dire qu'elles sont issues de restes d'autres sédiments qui ont été cimentés. Et dans ce cas-là, les sédiments initiaux, par exemple ici les galets qui sont inclus, je rappelle qu'on est sur le principe d'inclusion pour la datation relative, ils sont plus vieux que le ciment qui est autour, qui est le ciment rouge ici. Et donc, si on date, par exemple, les minéraux rouges, on va obtenir une date, mais qui est sous-estimée par rapport à la date des galets, si jamais ce sont les galets que l'on devait dater. Donc, on évite, en tout cas dans les exercices, on ne vous proposera pas de dater de roches sédimentaires. De même, on ne datera pas par cette méthode des roches métamorphiques, puisque les roches métamorphiques, souvent, c'est lié à une augmentation de température qui peut éventuellement réouvrir le système et reprovoquer des échanges. Et donc, du coup, les quantités d'éléments que l'on enregistrerait à l'actuel ne permettraient pas de remonter à l'âge de la roche, mais simplement à l'âge de son métamorphisme. Alors, ça nous donnerait une information, hein, mais c'est pas celle que l'on recherche ici en terminale dans notre programme. Donc, au final, les méthodes que l'on va détailler, elles ne vont être appliquées que pour les roches magmatiques lorsque leur cristallisation est complète. Donc ça, c'était le petit encart. On a dit qu'on avait un problème puisqu'on avait une équation, P égale P0E moins lambda T, et que cette équation avait deux inconnus. Donc, il va falloir ruser. On va utiliser une deuxième équation. Cette deuxième équation, elle va caractériser la quantité d'éléments fils actuels, donc grand F, que je peux avoir comme mesure par le spectromètre de masse. Et en fait, cette quantité d'éléments fils, elle va correspondre à la quantité qu'il y avait déjà peut-être au départ dans la roche. Donc, on appelle ça la quantité F0. Je rappelle que le fils, soit il est issu de la désintégration du père, soit il peut exister naturellement. Donc, je peux avoir une quantité d'éléments fils naturels, initiale, petit 0, ou alors ce sont les fils qui proviennent de la désintégration du père. Et donc, dans ce cas-là, il faut comprendre que les fils qui proviennent de la désintégration du père, ça correspond à la quantité de père actuelle qui existe encore dans la roche par rapport à la quantité de père qu'il y avait au départ. Ce qui manque là, la quantité de père qui n'existe plus, elle s'est transformée en fils. Donc, on a une deuxième équation. On est content. Mais le problème, c'est que avec cette deuxième équation, on a toujours deux inconnus. F0 qu'on ne connaît pas et P0 qu'on ne connaît pas. Alors, tout ça pour ça. On a deux équations, mais dans chacune de ces deux équations, il y a deux inconnus. Donc, il va falloir qu'on bidouille. Ce bidouillage va consister à extraire P0 ici de notre première équation. Donc, P égale P0E moins lambda T. Si je veux extraire P0, je vais passer le E moins lambda T au dénominateur. Je vais écrire que c'est égal à P divisé par E moins lambda T. Et E moins lambda T au dénominateur, je peux le repasser au numérateur et dans ce cas-là, c'est E plus lambda T. Donc ça me fait une première équation. J'ai toujours deux inconnus. Sauf que je vais pouvoir remplacer dans ma deuxième équation qui était là, F égale F0 plus P0 moins P. Je vais enlever P0. Je vais remplacer par la valeur P E plus lambda T. Donc je me retrouve avec F égale F0, je recopie, plus P0, je le vire,
PE plus lambda T, et moins P, je le recopie, moins P. Je peux, dans ce cas-là, il me manque quelque chose dans ma vidéo. Je vais m'arrêter là, et de toute façon, ça fait déjà 14 minutes. Je reprends dans une deuxième.